Le mot TEP est l'acronyme de tomographie par émission de positons. Il s'agit d'une technique d'imagerie moléculaire, une branche émergente et en plein développement de l'imagerie médicale. Les examens TEP sont réalisés dans les services de médecine nucléaire, puisqu'ils nécessitent l'utilisation de sources radioactives non scellées, c'est-à-dire des sources libres, avec des contraintes de radioprotection pour le personnel médical comme pour les patients. L'imagerie morphologique, comme sur cette image, le TDM, étudie l'anatomie et la morphologie des tissus. Elles permettent d'écrire par exemple ici une masse pulmonaire avec sa forme, son contenu, ses contours, de la localiser précisément. Ici, vous voyez, on peut aussi décrire l'anatomie d'une vertèbre. L'imagerie moléculaire, comme ici l'image TEP fusionnée, permet de visualiser les voies biologiques du fonctionnement ou du dysfonctionnement des tissus et des cellules. Par exemple, ici, on voit les zones tissulaires qui ont une exacerbation de leur métabolisme glucidique. On visualise donc un paramètre biologique. Pour l'imagerie TEP, il est nécessaire d'administrer au patient un produit radioactif que l'on appelle radiopharmaceutique ou encore radiotraceur et qui va progressivement se distribuer dans l'ensemble de l'organisme du patient. Je vais vous donner l'exemple du 18-FDG, c'est le fluorodésoxyglucose. Alors c'est pas le seul radiopharmaceutique qui est utilisé en TEP, mais c'est le plus connu et c'est celui qui en pratique est le plus utilisé en routine. C'est vraiment lui qui a permis la success story de la TEP et de son développement majeur en oncologie. La molécule de FDG est constituée d'une molécule de glucose, sur laquelle on a enlevé un groupe hydroxyle pour le remplacer par un atome de fluor 18. Le fluor 18 est un élément radioactif synthétisé par un accélérateur de particules qu'on appelle le cyclotron. Donc le FDG est un analogue du glucose avec comme particularité d'être ionisant puisqu'il est radioactif, d'être non toxique, de se présenter et d'être injecté en quantité pondérale infime de l'ordre des microgrammes, et donc il n'y a aucun risque de perturber le milieu et d'entraîner un déséquilibre glycémique pour le patient. Et puis enfin de présenter une décroissance radioactive avec une demi-vie de 2 heures. Le FDG se désintègre rapidement et une fois produit par le cyclotron, il doit être injecté au patient. Pour cela, les services de médecine nucléaire sont livrés en FDG à peu près 2 fois par jour. Concernant la pharmacocinétique du FDG, une fois administré par voie intraveineuse, le FDG est capté par l'ensemble des cellules qui expriment les transporteurs GLUT et dont la voie de la glycolyse est activée. La captation du FDG par un tissu n'est donc absolument pas spécifique au tissu tumoral. Par exemple, sur cette image, on voit la fixation physiologique et normale du cerveau qui consomme du glucose et de manière plus modérée du parenchyme hépatique ou de la moelle hématopoïétique. On voit aussi l'élimination du produit par les reins et dans la vessie. Cependant, vous savez que la cellule cancéreuse est proliférative et qu'elle a des besoins énergétiques très élevés. Pour répondre à ces forts besoins en glucose, elle augmente le nombre de ses transporteurs GLUT et active les enzymes de la glycolyse. Donc, après injection du 18-FDG, celui-ci va pénétrer dans les cellules et se retrouver piégé en grande quantité dans les cellules cancéreuses. Que se passe-t-il ensuite ? Le fluor 18 étant radioactif, il va rapidement se désintégrer en oxygène 18 et émettre une particule qu'on appelle le positon. Ce positon s'annule très rapidement et émet 2 photons gamma à 180 degrés coïncidents qui vont pouvoir traverser les tissus et sortir du patient. En imagerie TEP et donc contrairement à la radiologie, c'est le patient qui est la source du signal qui va pouvoir permettre de faire l'image. Maintenant que vous savez tout du FDG, qu'est-ce que la TEP ? Alors la TEP, c'est le système qui permet la détection des rayonnements gamma émis par le patient. Elle se présente sous la forme d'un anneau et permet donc d'observer et de localiser la distribution du FDG dans l'organisme du patient. On va pouvoir en faire une image ou une cartographie. L'imagerie TEP est systématiquement couplée à un examen TDM, d'où le deuxième anneau que vous voyez sur la machine.
Concernant la réalisation de l'examen, en pratique, lorsque le patient arrive dans le service de médecine nucléaire, il est dans un premier temps reçu en consultation par un médecin afin de vérifier avec le patient et à l'aide du bon d'examen la pertinence du radiopharmaceutique en fonction de l'indication, la bonne chronologie de l'examen suivant la date des différents traitements réalisés et les éventuelles contre-indications. Sachant que la dose de rayonnement absorbée est très faible et sans conséquence, y compris pour les petits enfants, on ne contre-indique par principe l'examen que chez la femme enceinte et lorsque le pronostic vital n'est pas engagé. Il n'y a pas de risque d'allergie ni de toxicité propre ou d'effets secondaires. L'interrogatoire du patient est un moment clé car il permet de dépister les sources de biais au moment de l'interprétation. Par exemple, le patient doit avoir respecté un jeûne d'au moins 4 heures et toute perfusion de sérum du glucosé doit avoir été stoppée. Si ce n'est pas le cas, le FDG sera principalement capté par la masse musculaire du fait de l'hyperinsulinémie et l'examen TEP sera ininterprétable. L'absence d'injection de facteurs de croissance hématopoïétique doit avoir été signalée car cela va entraîner une réaction ostéomédulaire intense pouvant masquer d'authentiques lésions osseuses. D'éventuelles pathologies inflammatoires ou infectieuses évolutives dont le médecin nucléaire devra tenir compte pour son interprétation car ces foyers sont également hyperfixants. Pendant ce temps, le radiopharmaceutique est fabriqué par le radiopharmacien au sein d'une structure adaptée qui est la radiopharmacie. L'activité injectée au patient est fonction de son poids, suivant la formule 3 mégabecquerels par kilo. Pour respecter les consignes de radioprotection du personnel manipulateur, l'injection du radiopharmaceutique va se faire à l'aide de matériel dédié, avec kit d'injection automatisé, seringue et écran plombé. Ensuite, le patient est installé sous la caméra TEP-TDM pour une durée d'examen d'environ 20 minutes, immobile, sous la surveillance du personnel manipulateur. Avant de nous intéresser à l'interprétation propre des images TEP, nous allons rappeler les principales indications en oncologie. En effet, la TEP au 18 FDG est un examen très populaire en oncologie et ses indications sont vastes. Elles peuvent être globalement regroupées en 4 catégories. Elle est souvent recommandée dans le bilan diagnostic initial pour la caractérisation d'une lésion douteuse isolée. Cependant, comme nous l'avons répété précédemment, le 18-FDG n'est pas spécifique de la cellule cancéreuse et l'examen ne permettra pas de surseoir à la biopsie pour le diagnostic histologique final. Pour le bilan d'extension initiale d'une pathologie tumorale connue, la TEP présente une très forte sensibilité pour la détection des localisations secondaires ganglionnaires et métastatiques à distance. Donc, lors des suspicions de récidive, notamment devant l'élévation des marqueurs tumoraux sensibles retrouvés lors du bilan d'imagerie conventionnelle, là encore, c'est la forte sensibilité de la TEP pour identifier précocement le site de récidive qui fait sa force. Comme vous voyez sur cet exemple, on retrouve un foyer hypermétabolique ganglionnaire isolé de très petite taille, correspondant à une authentique récidive qui pourra être traitée. Pour l'évaluation précoce de la réponse tumorale au traitement, on va utiliser systématiquement la mesure du SUV. C'est un outil diagnostique performant. À partir de celui-ci et du delta SUV, qui correspond à sa variation dans le temps, se sont développés plusieurs critères pour l'évaluation tumorale en imagerie TEP. Il existe les critères PERSIST, qui sont le pendant des critères RECIST en radiologie pour l'évaluation des tumeurs solides, et les critères visuels de Deauville pour l'évaluation thérapeutique des lymphomes avides pour le FDG. Maintenant que nous avons en tête les principales indications, c'est au tour du médecin nucléaire d'interpréter les images. L'interprétation des examens TEP-TDM combine à la fois une analyse morphologique des images TDM, mais aussi et surtout la distribution du métabolisme du radiotraceur au sein du patient et des éventuelles lésions. La visualisation des images TEP-TDM d'un patient peut se faire suivant plusieurs représentations. Il y a le MIP pour Maximal Intensity Pixel, qui correspond à la cartographie 3D de la distribution du radiotraceur, les coupes métaboliques TEP seules et les coupes morphologiques TDM seules dans les différents plans de l'espace, et les coupes fusionnées TEP-TDM qui peuvent se lire dans différentes échelles de couleurs, la couleur ne changeant pas l'information. Sémiologiquement, on utilise le terme de fixation ou de métabolisme pour parler de la répartition du traceur dans l'organisme. On parle d'hyperfixation ou d'hypermétabolisme pour parler d'une lésion qui capte anormalement le radiotraceur. Et en cas de fixation anormalement faible, on parle d'hypo ou d'hypofixation ou d'hypométabolisme. Chaque voxel contient une valeur numérique correspondant au nombre de photons détectés et est proportionnelle à la concentration du radiotraceur, permettant une quantification du métabolisme dans l'image, c'est le SUV. L'utilisation du SUV pour quantifier l'intensité de la captation du FDG par les lésions présente un intérêt reconnu, quelle que soit l'indication. Elle se définit comme le rapport de la fixation
du traceur par la dose injectée au patient rapportée à la masse du patient. Pour synthétiser, la SUV est le reflet du métabolisme de la lésion tumorale. Elle est très élevée dans les lésions agressives et elle va diminuer si la chimiothérapie est efficace. Le médecin nucléaire doit ensuite connaître les limites techniques de l'examen et les différentes sources de biais pour son interprétation. Par exemple, la résolution spatiale de l'image est moyenne, elle est de l'ordre de 5 mm, ce qui est une source de biais de faux négatifs par effet de volume partiel concernant les lésions de petite taille, comme vous pouvez le voir sur ce nodule pulmonaire. L'examen durant 20 minutes, il est réalisé en respiration libre, ce qui est une source de biais dans les zones qui sont impactées par les mouvements respiratoires, par exemple au niveau des bases pulmonaires ou au niveau du dôme hépatique. Vous voyez sur cet exemple un foyer hypermétabolique se projetant au niveau d'une base pulmonaire correspondant à une authentique lésion du dôme hépatique confirmée sur l'IRM. Pour finir, certaines histologies sont connues pour être peu avides pour le radiotraceur et sont du coup très peu fixantes, ce qui est une source de biais de faux négatifs. Il faut les avoir en tête lors de l'interprétation de l'examen. Alors, quels sont les développements attendus de l'imagerie TEP dans les années à venir ? Tout d'abord, il y a les développements technologiques, avec de nouveaux détecteurs et des nouvelles machines, par exemple les TEP IRM. Mais surtout, il y a le développement de nouveaux traceurs. Et en oncologie, il va y avoir deux types d'utilisation de ces nouveaux traceurs. Tout d'abord, ceux qui vont permettre d'optimiser la détection des tumeurs qui fixent peu le FDG. Par exemple, l'adénocarcinome prostatique est peu prolifératif et peu avide en FDG. Et on voit pour ce cancer de nouveaux radiopharmaceutiques qui se développent. Par exemple, le PSMA marqué au gallium-68 et qui est très sensible pour détecter très précocement les récidives. Mais au-delà du bilan d'extension et de la recherche de récidives en oncologie, la TEP commence et va continuer à se développer en tant que biomarqueur compagnon lors de la prescription d'une thérapie ciblée. Alors actuellement, ces biomarqueurs compagnons des thérapies ciblées sont divers et sont obtenus par des analyses biologiques du tissu tumoral. Ces biomarqueurs sont performants, mais en situation métastatique, ils peuvent être pris à défaut à cause de l'hétérogénéité clonale du cancer. En effet, l'analyse moléculaire d'un site métastatique unique, qui va être ciblé au hasard par la biopsie, n'est pas forcément représentative des caractéristiques biologiques de la totalité de la maladie cancéreuse métastatique. Et c'est dans cette situation que va résider tout l'intérêt de l'imagerie moléculaire TEP. Elle va permettre de mesurer de manière non invasive l'expression de la cible moléculaire de la thérapie et de faire cela non pas pour un seul site métastatique, mais pour toute la maladie cancéreuse. Alors, comme exemple de radiotraceur dans cette indication, on peut citer le fluoroestradiol, qui est un analogue de l'œstradiol marqué au fluor 18. Le fluoroestradiol pénètre dans les cellules tumorales et va se fixer aux récepteurs œstrogéniques intranucléaires s'ils sont exprimés par la cellule. Il permet donc, pour un cancer du sein métastatique, de quantifier l'expression des récepteurs œstrogéniques lésion métastatique par lésion métastatique et de prédire l'efficacité ou l'échec de l'hormonothérapie. Il est aussi possible de radiomarquer directement un agent thérapeutique ciblé afin de visualiser et de quantifier sa fixation sur la cible tumorale et donc de prédire son efficacité. Par exemple, on peut greffer du cuivre 64 ou du zirconium 89 sur l'anticorps du trastuzumab pour visualiser l'expression de HER2 des métastases du cancer du sein. Vous voyez ici les lésions qui expriment HER2 et qui apparaissent très nettement, qui sont très bien visualisées par cet examen TEP par du trastuzumab marqué au cuivre 64. Ainsi, on voit que l'imagerie TEP poursuit son développement en oncologie, mais qu'elle vise désormais à accompagner le concept de médecine personnalisée en apportant à l'oncologue une vision biologique globale de la maladie métastatique et ainsi de lui permettre de choisir la thérapie ciblée optimale pour guérir le patient.